Bonjour, bienvenue à vous tous. Cette fois-ci, nous traiterons d'un autre genre littéraire que le roman. Vous l'avez sans doute deviné puisque vous n'avez que deux au programme de la première année, à savoir le genre romanesque et le genre théâtral. Alors, durant la période 40-45 où la France était sous la coupe de l'occupation allemande, le théâtre va gagner ses lettres de noblesse en mettant à nu l'humaine condition et en posant les questions essentielles. Dans ce contexte historique, Jean Anouilh, nourri de culture classique, songe alors à une pièce de Sophocle qui, pour un esprit moderne, évoque la résistance d'un être face à l'État. Il la traduit, là au travail et en donne la version personnelle et quasi définitive en 1942. Mais à cause de la censure nazie, Antigone ne verra le jour qu'en 1944. Elle est donc issue d'une union anachronique, celle d'un texte vieux de plus de 2400 ans et d'un événement contemporain qui est celui de Paul Colette. Ce jeune homme, son parti, qui est tiré sur des collaborationnistes. La gratuité de l'action de ce jeune homme, ainsi que son caractère à la fois héroïque et vain, ont inspiré le dramaturge pour ainsi donner cette pièce noire. Antigone est donc une tragédie moderne composée de 16 scènes. Remarquez bien que Jean Anouilh a pris la liberté de recomposer sa pièce sans pour autant la soumettre aux règles qui régissaient la tragédie classique. Elle est écrite en prose, sans indication scénique qui renvoie ni à l'acte ni à la scène. Chaque scène est délimitée soit par la sortie, soit par l'entrée d'un personnage. La pièce commence par un prologue, c'est-à-dire un chœur, le porte-parole du dramaturge, qui s'adresse aux spectateurs et qui les implique en employant la deuxième personne du pluriel « vous ». Ces personnages vont vous jouer Antigone, a-t-il dit. Il les présente alors qu'ils sont figés et qui ne joueront qu'ensuite. On a donc théâtre dans le théâtre, puisque l'action est enchâssée entre le prologue et le chœur à la fin. Le genre théâtral est dévoilé dès le début. Elle pense qu'elle va être Antigone. Elle pense qu'elle va mourir. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout, a dit le prologue. C'est-à-dire que le personnage est déjà aux prises avec son destin inéluctable qui est la mort. Donc, nous avons une tragédie. Ainsi qu'on est tranquille à suivre cette action, l'idée que promulgue le roi Créon, quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort, déclenche l'action. L'action. Première scène entre Antigone et sa nourrice. Le rideau s'ouvre au petit matin sur la ville de Thèbes et s'ouvre sur une magnifique évocation de l'aube. Antigone est interceptée par sa nourrice rentrant du dehors à la dérobée. Elle a soupçon d'avoir une relation avec un petit voyou, la traite de mauvaise et se donne du mal pour ne pas savoir la garder pure. Antigone, qui refuse qu'on la traite ainsi, calme sa nourrice en lui disant qu'elle est chaste et qu'il n'a pas d'amoureux autre qu'aimant. Cette scène est marquée par un quiproquo sur le rendez-vous. La nourrice est une femme simple, terre à terre, un personnage de comédie, mais en même temps il est l'image d'une suivante ou d'une confidente fidèle à la reine Jocaste. C'est pourquoi elle se donne du mal et s'en veut pour soi-disant sa négligence. La scène 2 entre Antigone et Ismène. Cette scène est marquée par la tendresse et en même temps la rivalité entre les deux sœurs. Ismène est au courant du terrible projet de sa sœur qui est l'enterrement de Polynice, ce qui fait de son action une violation de la loi de Créon, ce redoutable tyran. Ismène est peureuse, lâche, tente de raisonner sa sœur qui est pourtant son tête. Comme vous l'avez vu avant l'ouverture de l'action, le prologue a mis en relief les caractères physiques des deux sœurs, à savoir Ismène et Antigone.
La première est blonde, l'autre noiraude. L'une est belle, l'autre est moche. Alors, Antigone est l'antithèse d'Ismène. Mais au niveau des traits moraux, Ismène est peureuse, pondérée, ses gestes sont réfléchis, etc. Tandis qu'Antigone est courageuse, impulsive, irréfléchie, ainsi de suite. La troisième scène, c'est-à-dire la deuxième entre Antigone et sa nourrice. La tendresse de la nourrice éveille l'angoisse d'Antigone, alors elle lui demande de la serrer très fort. Antigone, qui s'est faite môme, enfant, a puisé confiance et force de cette étreinte et retrouve à la fin son embonpoint d'une héroïne sobre. Vous remarquez, mes chers, que la scène de tout à l'heure avec Ismène n'a pas été sans conséquence. Antigone, on a eu des frissons, justement elle a eu peur, mais il ne l'est plus maintenant. Voilà, je n'ai plus peur, a-t-elle dit. La quatrième scène maintenant entre Antigone et Emma. C'est une scène pleine de sensualité. Antigone, lors de cette scène, a formulé les paroles les plus douloureuses à l'égard de son fiancé Emma. Alors que chez Sophocle, elle n'avoue pas son amour pour lui. Ici, il se montre amoureuse et même comme aspirant à la maternité. Notre petit garçon aimant, il aurait eu une maman toute petite et mal peignée. Aussi, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Après s'être assuré de son amour pour elle, elle lui demande de se retirer sans lui poser de questions, sans un mot dès qu'elle aurait fini de parler. Soudain, l'héroïne antique prend le pas sur la jeune sensuelle et Aimant l'entend avec stupeur affirmer que jamais, jamais il ne pourra l'épouser. À la fin, à l'héroïne antique, la jeune apparaît comme une étrangère avec qui elle s'adresse en haussant le ton. Voilà, c'est fini pour Aimant Antigone. Lors de cette scène, Anouilh a fait une interprétation romantique du personnage éponyme. Mais aime-t-elle vraiment Aimant? Son amour ne date pas de la veille. Elle l'a séduit en se déguisant, mais cela s'est terminé par une dispute. Ne peut-on pas dire qu'il voulait essayer une expérience pour voir si elle ressemble à toutes les filles, qu'elle n'est pas frigide? Elle a dit dans le texte: « Je n'étais pas sûr que tu me désires vraiment et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles et te donner envie de moi. » Ne serait-ce que pour perdre sa virginité avant de mourir? Elle a dit dans le texte: « J'étais venu chez toi hier pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant, avec une ellipse dans la phrase, c'est-à-dire avant de mourir. » La cinquième scène à présent, entre Ismène et Antigone. Il s'agit dans cette scène d'un bref dialogue entre les deux sœurs. Cette scène présente un double intérêt. Un intérêt psychologique qui se manifeste dans la tendresse d'Ismène qui essaie de protéger sa sœur en l'implorant d'oublier cet enterrement de Polynice. Et un intérêt dramatique qui réside dans la révélation du geste d'Antigone, bravant la loi de Créon. « C'est trop tard, ce matin quand tu m'as rencontré, j'en venais. » La sixième scène entre Créon et le garde. Créon apprend de la bouche du garde Jonas que quelqu'un est allé sur la fosse. Anouilh a suivi ici le modèle grec, mais a donné au garde une stupidité grossière et à Créon de l'amertume. La septième scène, le chœur. Le commentaire du chœur, qui est le porte-parole du dramaturge, porte sur l'art dramatique, à savoir l'opposition entre la fatalité à laquelle est soumise la tragédie
et l'espoir qui anime le drame, en fait, il porte sur Antigone. L'intervention du chœur à ce stade de la tragédie clôt les scènes d'exposition et nous prépare à entrer dans le nœud de l'action. La 8e scène entre Antigone et le garde. C'est une scène qui met en relief la jeunesse et la fierté d'Antigone contre la grossièreté et la stupidité du garde. Antigone, qui est retourné en plein jour pour accomplir son devoir, c'est-à-dire recouvrir le cadavre de son frère, a été arrêtée en flagrant délit. Elle est conduite, escortée par les 3 gardes devant le roi Créon. 9e scène entre le garde, Créon et Antigone. Le garde, lors de cette scène, fait l'exposition des faits. Créon demande à sa nièce si c'était bien elle qui a violé sa loi édictée. Antigone reconnaît alors ses chefs d'accusation. 10e scène, le face-à-face entre Créon et Antigone. Créon, stupéfait, tente dans un premier temps d'étouffer cette affaire, mais Antigone ne l'entend pas de cette oreille. Persuadée d'accomplir son devoir, elle affirme qu'elle recommencera. Recourant à un autre type d'argument, Créon tente de lui faire peur, puis essaye de calmer l'orgueilleuse en lui disant que les rites d'enterrement sont absurdes, qu'elle se déshonore en se mêlant aux sordides histoires de ses frères. Il insiste sur la jeunesse, la petite pelle de Polynice à laquelle Antigone est fidèle, avec laquelle elle a recouvert le corps de Polynice. Voilà qu'elle s'anime au souvenir fugitif que son frère lui aurait montré. Mais en lui racontant l'enfance des jeunes gens pour en venir progressivement aux événements récents qui sont inconnus de leur sœur, il l'atteint dans son amour. Polynice n'était qu'un prétexte. Alors, c'est pour elle-même qu'elle a décidé de mourir au nom de sa propre liberté. Créon lui explique les rouages du gouvernement, il va même plus loin, il lui révèle une vérité bien laide. Les 2 frères, aussi traîtres l'un que l'autre, étaient méconnaissables. Le moins abîmé a été choisi pour recevoir les honneurs funèbres. À une Antigone enfin ébranlée, apparemment vaincue, qui accepte de rentrer dans sa chambre, c'est-à-dire de renoncer à son entreprise, son double oui. Créon lui montre l'absurdité de son attitude qui consiste à refuser la vie et lui dépeint son avenir d'une vie tranquille aux côtés d'aimants. La tension dramatique entre les 2 personnages a alors décru. Mais Créon, dans un soulagement d'avoir réussi à la convaincre, en dit alors trop, évoque de ce qui est plus agaçant pour une adolescente et lâche imprudemment le mot bonheur qui donne à une Antigone l'occasion de se remonter et de donner à la scène toute l'attention qu'elle avait perdue. Antigone ne veut pas de ce bonheur égoïste et mensonger, qui est fait d'habitude, de compromis, de tiédeur et de jure. Elle hurle comme une furie, insultée à bout de nerfs, Créon vaincu appelle ses gardes, le sort en est jeté. Analyse de cette scène. Cette scène est la plus longue, elle constitue le nœud de l'action. Les conceptions pour la vie et le bonheur pour ces 2 titans de la pièce sont si opposées que ne pouvait s'établir qu'un dialogue de sourds, une mésentente complète entre eux. Le face-à-face nous révèle aussi une Antigone héréditairement orgueilleuse, entêtée, adolescente typique, anarchiste, idéaliste, intransigeante et irrationnelle, tandis que Créon, modeste par opposition à Édipe, tyrannique, pragmatique, qui sert l'État d'une grande fermeté inébranlable et d'une grande habileté de dialecticien. Pour faire plier l'orgueil et l'égoïsme d'Antigone, Créon adopte un discours argumentatif, une rhétorique qui s'articule sur 10 arguments que l'on peut ranger en 3 catégories. La première catégorie est celle des arguments d'ordre affectif.
On y trouve des arguments comme « La loi est faite pour toi, Antigone, la loi est faite pour la fille du roi » ou « Tu es ma nièce, c'est la fiancée de mon fils, je n'oserais pas te faire mourir » ou « Tu t'es pas regardé moineau, tu es trop maigre pour te faire mourir » ou « Non, je ne vais pas te tuer, et si je te ferais torturer ?» La deuxième catégorie est celle des arguments d'ordre logique, comme « Le repos éternel de Polynice ne passe pas par le rituel de l'enterrement, c'est absurde » ou bien « Étéocle ne vaut pas mieux que son frère qui t'enflamme le cœur, deux traîtres qu'il ne faut se déshonorer et se laisser mourir pour eux. » Enfin, des arguments d'ordre politique, comme Thèbes a besoin d'un chef au lendemain d'une révolution ratée. Je fais la cuisine pour établir l'ordre, a dit Créon. Le pays est déchiré, il est à feu et à sang. Vous voyez bien la métaphore filée quand il a parlé de la barque, en utilisant les figures de l'image, pour signifier le pays. Les deux corps, enfin, à notre argument, les deux corps des frères ennemis était méconnaissable et il a fallu ramasser le moins abîmé pour recevoir les honneurs et laisser l'autre pour donner l'exemple, c'est-à-dire à tous ceux qui pensent à la mutinerie. De plus, cet affrontement peut être envisagé sur plusieurs plans. Par exemple, sur le plan moral, le conflit entre Antigone et Créon est un conflit de génération, où Antigone incarne l'adolescence qui est le temps de l'affirmation du moi, de la volonté, de la liberté, de l'irrationalité, de l'opposition au monde extérieur. C'est l'âge de la difficulté de vivre et du refus de tout ce qui est imposé par le monde adulte et même du refus de la vie, comme pour Antigone qui a dit non à la vie. Alors que Créon incarne de la nécessaire reconnaissance des autres moi, des autres libertés, de l'acceptation des compromis, c'est-à-dire de l'accord tout en l'impliquant des concessions réciproques. D'une autre manière, c'est l'âge des solutions intermédiaires et moyennes, de la recherche du bonheur et de la rationalité. Passons maintenant au plan philosophique. Le défi entre Antigone, ou bien le défi d'Antigone, provient essentiellement de certaines idéologies qui l'animent. Polynice n'était qu'un prétexte comme il l'a déduit plus tard Créon. Antigone est animé par les droits de conscience, le devoir, l'intransigeance, l'individualisme, l'égoïsme, l'idéalisme et la révolte, tandis que Créon incarne le réalisme, la concession, l'humanisme et la soumission à la condition humaine qui est de subir le temps. Enfin, le style de Jean Anouilh est pressant, haletant dans son dialogue avec Antigone, sarcastique, ironique quand il a essayé de calmer son orgueil, mais aussi poétique en certaines phrases du face-à-face. Exemple, quel breuvage! Passons à la scène 11 entre Antigone et Ismène. Dans cette scène arrive Ismène qui veut se joindre à Antigone, qui la repousse avec orgueil, tout en se réjouissant de l'effet d'entraînement qu'elle provoque. La 12e scène entre le cœur et Créon. Créon et le cœur expriment la conviction de la fatalité des événements, du déterminisme auquel est soumise Antigone. Ici encore, nous avons une autre intervention du cœur, comme à l'issue des scènes d'exposition. Son apparition à ce niveau nous prépare aussi au dénouement dans les scènes à venir. 13e scène, Créon et Aimant. Cette scène montre qu'Aimant n'est plus le noble et vigoureux personnage antique en faisant le procès de son père, mais un fils qui regrette la forte impression que lui faisait son père dans son enfance. La 14e scène, le garde et Antigone. En attendant le supplice,
Antigone essaie timidement de lier la conversation avec le garde et de trouver quelque soutien dans une sympathie humaine. Elle révèle sa faiblesse, elle est redevenue une tendre jeune fille, elle est désespérée, en proie à la solitude angoissante qui précède la mort, solitaire, sans consolation religieuse, dont le dernier jour d'un condamné, au moins le prêtre accompagnait le supplicié. Cependant, le garde reste indifférent au drame d'Antigone et comiquement ne peut s'élever au-dessus de ses soucis personnels. Des rivalités de solde et d'avancement. Des moments comiques aussi surviennent quand le garde reste braqué sur ses problèmes militaires, quand il écrit la lettre qu'Antigone lui dicte, une lettre qui traduit le désaveu de toute son action. Et Créon avait raison, dit-elle. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs, j'ai peur. La 15e scène, le messager. Un messager vient annoncer qu'Antigone s'est pendu dans sa tombe, aimant après avoir craché au visage de son père, s'est tué de son épée. Eurydice s'est suicidée en apprenant la mort de son fils. Un triple suicide. Scène 16 entre Créon et le page. Créon, loin d'être écrasé, réagit avec le courage tranquille et sans illusion qui fait de lui le grand vainqueur de la pièce. Il s'apprête à reprendre son lourd travail sans la moindre contestation possible. Le dernier mot lui demeure. Il n'est même pas seul, il est accompagné du page. Il le taquine gentiment et sort en s'appuyant sur son épaule. Voilà, c'est la fin de l'action. Le chœur, qui par opposition au prologue fait le rôle de l'épilogue, il constate à la fin l'absurdité de cette histoire et l'indifférence d'une masse aveugle.